Bonsoir, mesdames, messieurs. C'est donc la deuxième vidéo sur le séminaire de justice pénale internationale. Comme indiqué dans la première vidéo, ce séminaire s'articule en trois parties. La première partie porte sur les infractions pénales internationales. La deuxième partie porte sur la juridiction pénale internationale. Et la troisième partie porte sur le procès pénal international. Cette deuxième vidéo porte donc sur la juridiction pénale internationale. La juridiction pénale internationale est confrontée à un contentieux pénal international exceptionnellement complexe et difficultueux. Ce contentieux est exceptionnellement complexe par la nature des affaires qui sont renvoyées devant la juridiction pénale internationale. Il s'agit des violations graves des droits de l'homme et du droit humanitaire dans des contextes de conflits armés ou des crises violentes. Il est aussi exceptionnel par la mobilisation politique qui est à la base de l'ouverture de chaque affaire, la mobilisation également médiatique. Cette complexité est enfin générée par le statut des personnes poursuivies. Certains sont des chefs d'État. Et ce qui parfois explique les difficultés de la coopération judiciaire internationale concernant ces procédures-là. Mais on peut aussi dire que ce contentieux est particulièrement difficultueux car il s'agit d'une entreprise judiciaire titanesque par la nature des enquêtes à mener, par la recherche des preuves, mais aussi par le caractère long et difficile des procès pénaux internationaux, dont les résultats sont souvent incertains au regard du bilan qu'on peut faire des tribunaux pénaux internationaux. Donc, un contentieux particulièrement complexe et difficile. Mais essayons de comprendre qu'est-ce que c'est une juridiction pénale internationale. Nous avons dans la précédente vidéo énuméré les tribunaux pénaux qui ont existé jusqu'à la Cour pénale internationale et au-delà. Il y a donc deux figures. Il y a deux figures, je dirais, principales de la juridiction pénale internationale. Il y a, premièrement, le tribunal pénal international, qui peut parfois être un tribunal mixte ou hybride, en fonction des choix institutionnels faits. Et il y a la Cour pénale internationale. Alors, ici, il ne s'agit pas de revenir dans les détails institutionnels. Il s'agit d'abord de montrer quelle est la légitimité et l'opérationnalité des tribunaux pénaux internationaux. Il faut rappeler que l'idée de constituer un tribunal pénal international pour juger les personnes accusées de crimes internationaux remonte à notre époque contemporaine, en 1919, lorsqu'on a demandé dans le traité de Versailles que soit institué un tribunal international spécial pour juger les criminels de guerre allemands de la Première Guerre mondiale, dont le Kaiser allemand. Mais aucun tribunal de ce genre n'a été créé. On a recouru à une solution de rechange en vertu de laquelle les criminels de guerre allemands seraient jugés par un tribunal allemand. Après la Seconde Guerre mondiale, les tribunaux internationaux ont été institués à Nuremberg et à Tokyo pour juger, comme je l'ai déjà indiqué, les principaux criminels de guerre allemands et japonais. Et par la suite, on a vu se développer d'autres formes de tribunaux, ex-Yougoslavie, Rwanda, des tribunaux mixtes, etc., etc.
Donc il y a la figure protéiforme du tribunal pénal international. En ce qui concerne la création et le fonctionnement de ces tribunaux, on peut dire que le règlement de procédure des preuves est élaboré et modifié par une commission spéciale adoptée par l'Assemblée des États partis. En fait, c'est une création sui generis, puisqu'on voit très bien que rien n'a été prévu. On voit l'exemple, je prends l'exemple des tribunaux pour le Rwanda et les tribunaux pour l'ex-Yougoslavie. Rien n'était prévu. C'était du bricolage institutionnel. Il a fallu imaginer, après les tribunaux de Nuremberg et de Tokyo, quelle était la forme à donner à ces tribunaux. Ça a été du bricolage institutionnel. Et même les textes fonctionnaient, les textes de procédure n'existaient pas. Il a fallu donc laisser à ceux-là même qui devaient rendre la justice le soin de codifier les procédures. C'est pour montrer un peu la complexité de la tâche à laquelle s'est livré le Conseil de sécurité des Nations Unies, qui par ses résolutions 827 et 955 a rendu en effet obligatoire la coopération des États et dire que l'objectif était d'assurer une répression efficace des crimes internationaux. Dans le cadre de ce tribunal, la procédure naturellement s'inspire largement de la procédure inquisitoire anglo-saxonne qui met les droits de l'accusé, qui met l'accent sur les droits de l'accusé, tout en visant également à assurer la protection des victimes et des témoins. Donc, dans ce contexte-là, la volonté de créer une procédure internationale originale, il a fallu trouver un compromis entre le système de la common law et le système de la civil law, en prenant ici ce qui est bon, en prenant là ce qui est également bon. Donc, sur le plan critique, je dirais que l'institutionnalisation des tribunaux pénaux internationaux a été le résultat d'un bricolage institutionnel, mais qui s'est perfectionné au fur et à mesure des critiques qui ont été émises ici et là. En ce qui concerne les procès devant les TPI, je prendrai l'exemple des TPI créés en 93 et 94. On peut remarquer le déséquilibre, par exemple, qu'il y a eu entre le procureur et la défense. Déséquilibre des moyens, etc. Mais déséquilibre juridique aussi. Parce que le procureur, lui, qui commence à travailler, qui enquête, qui fait tout, il a toutes les informations et souvent la défense ne les a pas. Alors même que le procureur est censé communiquer toutes ces informations. Et que la défense est censée obtenir les pièces du procureur, mais celui-ci en général est réticent à les lui donner. On a vu le fonctionnement des TPI. On a vu également que le procureur a souvent différé les communications des éléments substantiels du dossier en justifiant sa position par des besoins supplémentaires d'enquête ou par la protection des témoins. Au cours des procès qui se sont déroulés devant les TPI, on a vu également que la défense, lorsqu'elle était en possession des éléments, n'avait pas beaucoup de temps avant l'ouverture du procès. Et que c'est souvent des centaines et milliers de pièces, dans des langues parfois difficiles, que les avocats ne parlent pas. Ça, ce sont le vécu des TPI. Et on a vu également que au niveau des peines, il a fallu ajuster les choses. Il n'y a pas de peine de mort, il n'y a que des peines d'emprisonnement, en fonction de la gravité de l'infraction et la situation personnelle du condamné, comme le prévoient d'ailleurs les articles 24 pour le TPY et 23 pour le TPR. Et donc, l'on a vu qu'il a fallu attendre longtemps pour que les premières personnes suspectées soient inculpées. Et il a fallu attendre l'inculpation de Slobodan Milošević, l'ancien président serbe,
pour que la médiatisation atteigne son paroxysme dans ces affaires-là. Et que l'on commence à penser que finalement, que même un chef d'État peut demain se retrouver devant un tribunal pénal international. Donc sans aller au fond de la procédure que nous aurons à examiner plus loin et plus tard en Master 2, je peux dire à ce stade que le bilan de ces deux tribunaux reste nuancé. Toutes les personnes visées n'ont pas été jugées, faute de moyens, de temps, etc. On a mis en place un mécanisme pour poursuivre ce travail, ce qu'on appelle les mécanismes pour les tribunaux pénaux internationaux, que le Conseil de sécurité a mis sur pied en 2010, afin d'accomplir certaines fonctions essentielles du TPIR et du TPY après l'expiration de leur mandat. Donc, bilan mitigé, mais un legs historique. Et ce qu'on appelle ici l'héritage juridique des TPY. Je pourrais présenter ça en deux points. Il y a d'abord l'héritage global des TPI. Pendant 20 ans de travail, le TPIR, par exemple, a inculpé 93 personnes, à peu près. Parmi ces personnes, une soixantaine a été condamnée, 14 acquittées, et à peu près 8 ont été inculpés. Il y a certaines personnes qui sont toujours en fuite, d'autres ont été récemment arrêtées, mais comme étant âgées, on se dira si ces personnes seront jugées. Donc ça, c'est la complexité, la difficulté. Un autre point, c'est le fait qu'il n'y ait pas une police propre, susceptible de rechercher, de faire arrêter les personnes suspectées. Et donc il faut compter sur la coopération des États. Une coopération qui n'est jamais aisée. Parce qu'il y a d'autres enjeux, des enjeux politiques qui rentrent en ligne de compte. Il y a des lenteurs procédurales à ajouter au coût énorme de ces procédures. Et l'on a vu également que lorsque les personnes arrêtées, détenues sont jugées à acquitter, il y a des mois. Oui. Comme si l'acquittement dans une procédure était quelque chose d'exceptionnel. Non, ça fait partie de la procédure. On peut être condamné comme on peut être acquitté. Mais l'idée, et surtout véhiculée par certains médias, c'est que dès qu'on est arrêté, on doit forcément être condamné. Ce qui n'est pas vrai. On a vu des acquittements devant le TPR, même si ça a soulevé le courroux du gouvernement rwandais. Donc il y a l'héritage global. À côté de cet héritage global, je mentionnerai l'héritage jurisprudentiel. La jurisprudence produite par ces deux tribunaux a permis de mieux comprendre, de mieux affiner le droit international pénal. Cette jurisprudence nous a apporté des précisions. Tout à l'heure, j'ai évoqué l'affaire Akaïsou, j'ai évoqué l'affaire Tadish, j'ai évoqué l'affaire Erdemovich, etc., etc., l'affaire Fournuzia. On peut dire que cette jurisprudence a permis de préciser plusieurs normes, plusieurs infractions sur certains points où il y avait obscurité. Et donc, on peut dire sur ce point que par leur interprétation jurisprudentielle hardie, les TPI ont permis, finalement, de faire progresser la compréhension des infractions internationales. Encore, il faut savoir qu'est-ce que la Cour pénale internationale fait et fera de cette jurisprudence. Donc, après les TPI, nous avons la Cour pénale internationale comme juridiction pénale internationale. Je vous demande d'aller sur le site de la Cour pénale internationale. Le site est libre et accessible. Vous pourrez donc y trouver tous les textes fonctionnels de cette Cour.
du statut de Rome au règlement de preuve et de procédure, aux éléments de crime, au règlement de procédure devant la Cour, les textes sur le fonds profit de victimes, etc. Vous trouvez tous les textes, vous trouvez également toutes les situations et toutes les affaires. Donc il est important, pour ceux qui s'intéressent à cette question de la justice pénale internationale, de faire un tour sur le site de la Cour pénale internationale. Comme pour les TPI, je pourrais dire là que la Cour pénale internationale n'est pas une création récente, puisqu'il était déjà prévu une Cour criminelle internationale dans la Convention sur la prévention et la répression du crime de génocide de 1948. Mais les États membres des Nations Unies n'ont jamais pu trouver un consensus pour mettre en place cette Cour criminelle internationale. Il a fallu donc attendre 1998, à l'issue des négociations de Rome, pour qu'un statut de la Cour pénale internationale soit adopté. Donc presque 50 ans d'attente pour que la fameuse Cour criminelle internationale voit le jour, du moins soit consacrée juridiquement. Quelle est alors la légitimité et comment fonctionne cette Cour pénale internationale? Alors la légitimité de la Cour, je dirais, de mon point de vue, n'est pas discutable, puisqu'il s'agit de réprimer les infractions internationales. Sauf à imaginer que l'on peut laisser impunis les crimes internationaux au motif que les auteurs de ces crimes seraient protégés par des immunités, comme certains pourraient l'imaginer, ou pour des raisons politiques. Non, il faut bien sanctionner ces crimes. C'est ça la légitimité, c'est-à-dire ne pas laisser impunis les crimes internationaux. Sinon on pourrait penser que les droits garantis ne sont que des pots de fleurs. Il faut aller rechercher, comme je l'ai indiqué dans la première vidéo, cette légitimité dans la conscience de l'humanité. C'est elle qui inspire et qui génère cette volonté inébranlable de punir les auteurs de crimes internationaux. Comment elle fonctionne? Quelle est sa structuration? Pour comprendre le fonctionnement de la Cour, il faut d'abord prendre en compte un certain nombre de textes de base de la Cour. Il y a le statut de la Cour, il y a le règlement de procédure et de preuve qu'on appelle le RPP, il y a les éléments de crime, et il y a le règlement de la Cour qui a été adopté par les juges. Il faut connaître ces 4 textes. Il faut connaître ces 4 textes pour avoir un aperçu critique et institutionnel de la Cour pénale internationale. Sur le plan organique, il y a 4 organes: la présidence, la Cour, les chambres, le bureau du procureur et le greffe. Ce sont les 4 principaux organes de la Cour pénale internationale. La présidence est chargée de l'administration générale de la Cour, à l'exception du bureau du procureur. Les chambres comptent 18 juges qui siègent au sein de la section préliminaire. Donc il y a la section préliminaire, la section de première instance et la section des appels. 3 sections. Le bureau du procureur, lui, il est autonome. Il est chargé de recevoir des communications et tout renseignement dûment étayé concernant des crimes relevant de la compétence de la Cour. Ensuite, il y a le greffe qui est responsable des aspects non judiciaires de l'administration et du service de la Cour. Le greffe est dirigé par le greffier, qui est le responsable principal de l'administration de la Cour. Il est élu par les juges pour un mandat de 5 ans. Mais la Cour compte également d'autres bureaux, une autre organisation fonctionnelle. Tel est le cas, par exemple, du bureau du conseil public pour les victimes et puis le bureau
du Conseil public pour la défense. À côté de ces organes immédiats, il faut noter également l'existence de l'Assemblée des États parties. Et il y a également le Fonds au profit des victimes comme institution rattachée à la Cour. Quelle est la compétence? Donc après la présentation fonctionnelle, quelle est la compétence de la Cour? La Cour peut exercer sa compétence à l'égard des crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Je vous renvoie aux éléments des crimes qui décomposent tous ces crimes en actes, etc., comme je l'ai indiqué dans la première vidéo. La Cour a compétence à l'égard des personnes accusées de ces crimes. Il peut s'agir des personnes qui ont elles-mêmes directement commis les crimes, donc les auteurs primaires, mais aussi d'autres qui peuvent assumer une responsabilité, notamment les auteurs secondaires, comme je l'ai indiqué précédemment. La Cour ne peut exercer sa compétence que si l'accusé est un ressortissant d'un État partie ou d'un État qui a autrement accepté la compétence de la Cour. Le crime a été commis sur le territoire d'un État partie ou d'un État qui a autrement accepté la compétence de la Cour. Et troisième condition, le Conseil de sécurité de l'Organisation des Nations Unies a déféré la situation au procureur, quelle que soit la nationalité de l'accusé ou le lieu où le crime a été commis. Voilà les conditions qui peuvent amener la Cour à exercer sa compétence, nonobstant le fait des crimes que nous avons énumérés plus haut. La Cour est articulée sur deux principes fondamentaux, le principe de la complémentarité et le principe de la coopération. Le principe de la complémentarité veut dire que la Cour ne peut agir que dans la mesure où les États compétents ne peuvent pas agir ou ne veulent pas agir. C'est ça la complémentarité. En d'autres termes, la Cour est une juridiction complémentaire aux États. La responsabilité première incombe d'abord aux États. Il appartient d'abord aux États de se saisir des situations de violations graves des droits de l'homme pour pouvoir poursuivre les auteurs, les juger et éventuellement les condamner. Mais lorsque les États ne peuvent pas, parce qu'ils sont défaillants, ou ne veulent pas, parce qu'il n'y a pas une volonté politique, la Cour qui est complémentaire peut alors se mobiliser et être saisie d'une affaire, selon les modes de saisine qui sont prévus, soit le procureur, soit un État partie, soit le Conseil de sécurité des Nations Unies. Il faut donc comprendre à l'espèce que la complémentarité est souvent très complexe à déterminer également. On l'a vu avec l'affaire Dame Gbagbo, Simone Gbagbo. On l'a vu comment il a été difficile d'articuler la complémentarité entre la Côte d'Ivoire et la Cour pénale internationale. Autre principe fondamental, c'est la coopération. La coopération avec les États. Il ne peut y avoir justice que si les États coopèrent, puisque la Cour ne dispose pas d'une armée, ne dispose pas d'une police. Il appartient aux États de procéder aux arrestations et de remettre les personnes arrêtées à la Cour. Il faut donc une coopération pénale internationale avec les États membres, mais la coopération peut également s'étendre aux États qui ne sont pas membres, sous réserve naturellement que ces derniers aient accepté de coopérer avec la Cour sur la base d'un accord conclu. Donc l'on voit que la complémentarité et la coopération sont des principes fondamentaux, mais qui sont des principes complexes. Nous y reviendrons lorsque nous verrons la procédure pénale internationale, puisque nous aborderons les questions de complémentarité et les questions de coopération. L'on voit donc, et c'est très intéressant de le mentionner, que à côté de cette question de légitimité et d'organisation de la Cour, il y a une autre problématique majeure, c'est la question des droits de la défense et la participation des victimes. Ce sont deux sujets majeurs.
pour la Cour pénale internationale. D'abord, les droits de la défense. L'article 66 du statut de Rome prévoit que toute personne est présumée innocente jusqu'à ce que sa culpabilité ait été établie devant la Cour conforme aux droits applicables. Il incombe au procureur de prouver la culpabilité de l'accusé. Pour condamner l'accusé, la Cour doit être convaincue de sa culpabilité au-delà de tout doute raisonnable. Au-delà de tout doute raisonnable. Par conséquent, le procès pénal international se déroule dans le respect des droits de l'homme, en particulier des droits relatifs à l'égalité des armes, la présomption d'innocence, la légalité des délits et des crimes, l'indépendance et l'impartialité de la justice. C'est une exigence fondamentale qui est prescrite par l'article 14 et 15 du Pacte international relatif aux droits civils et politiques et l'article 10 de la Déclaration universelle des droits de l'homme. Donc le procès pénal, quelles que soient les motions que cela peut soulever, ne peut pas être soustrait du respect des normes internationales en matière de procès équitable. Le procès pénal international n'est pas une entreprise de vengeance des vainqueurs. C'est un procès qui respecte les règles de la justice. Et parmi ces règles, il y a les droits de la défense. Les personnes qui sont suspectées, qui sont poursuivies, bénéficient de la présomption d'innocence et des droits de la défense. La défense est un élément clé dans tout procès pénal, national ou international. Parce que l'accusé doit être sur le pied d'égalité avec l'accusation. Cette égalité est de la plus haute importance dans le cadre des enquêtes et des recherches des allégations de crimes, ainsi qu'au regard de la poursuite de l'accusé devant les chambres. C'est une garantie essentielle du procès équitable. On ne peut pas, dans le cas d'un procès pénal, oublier qu'il existe des droits de la défense. Très important. Ensuite, il y a la question de la participation des victimes. Je vous renvoie au cours sur les droits et protection des victimes, dans lequel je parle déjà de ce sujet, où je souligne l'innovation majeure dans le droit des victimes, à savoir inclure les victimes dans la procédure pénale internationale devant la CPI. C'est une innovation majeure parce que les victimes ont été souvent marginalisées dans les autres procédures pénales. Et ça a donc été important, cet article 68 du statut de Rome, qui confirme l'implication de la victime dans la procédure pénale internationale. Il n'est plus nécessaire de revenir ici sur les éléments. Je vous renvoie à la vidéo sur les droits et protection des victimes où je parle de la place et du rôle des victimes dans le procès pénal international. Une fois que nous avons présenté la juridiction pénale internationale, il nous reste donc à parler de la procédure pénale internationale. Comme je l'ai indiqué dans la première vidéo, la procédure pénale internationale sera abordée en Master 2, puisqu'il y a un cours fondamental qui est dédié à la procédure pénale internationale. Il est donc important, sur ce plan ici, d'indiquer les quelques éléments de référence qui nous permettent de comprendre cette procédure et éventuellement d'émettre quelques observations et critiques sur la procédure pénale internationale. Il y a deux points essentiels. D'abord, l'action pénale internationale.
l'action pénale internationale. Il faut indiquer que le règlement du bureau du procureur est fondé sur l'article 42.2 des statuts de la Cour pénale internationale auquel il est subordonné. Le règlement est adopté et modifié sur décision du procureur et les membres du bureau du procureur s'abstiennent de toute conduite qui risquerait de porter atteinte à l'administration de la justice. Ces derniers coopèrent dans le cadre de toute enquête menée sur des allégations d'atteinte à l'administration de la justice ou des cas d'inconduite. Donc il y a même un règlement du personnel et un code de conduite des fonctionnaires bureau-procureur. Comment se déploie cette action pénale internationale? Parlons d'abord de l'approche générale de l'action pénale internationale. Le bureau du procureur conduit l'action pénale internationale en procédant à une évaluation critique de la mise en œuvre et de l'impact de ses politiques et pratiques. La conduite des enquêtes du bureau du procureur a été remise en cause déjà dans plusieurs affaires, notamment l'affaire Thomas Lubanga, l'affaire Mbarushimana, l'affaire Madou Kumura, etc. Donc il y a parfois eu des ratés dans le passé. Mais résumons pour mieux comprendre ce qui se fait à ce niveau-là. En 2013 déjà, le bureau du procureur a publié une politique générale relative aux examens préliminaires qui présente les principes, les éléments et les procédures du statut de Rome qu'applique le procureur lors des examens préliminaires. L'examen préliminaire d'une situation peut être amorcé par le bureau du procureur sur la base soit des renseignements transmis par les particuliers, les États, les ONG, les organisations internationales, soit sur la base d'un renvoi par un État parti ou par le Conseil de sécurité, soit encore sur la base d'une déclaration d'État non partie au statut de Rome, acceptant que la Cour exerce sa compétence conforme à l'article 12, alinéa 3. Les alinéas A à C de l'article 53.1 du statut fixent le cadre juridique de l'examen préliminaire. Il y a d'abord la compétence, la recevabilité, puis les intérêts de la justice. Au niveau de la compétence, il faut noter que celle-ci a une triple dimension. La compétence est rationnée temporis, elle est rationnée matérielle, elle est rationnée loci ou rationnée personnelle. La compétence temporelle ou rationnée temporis, elle part à partir du 1er juillet 2002, puisque c'est l'entrée en service de la Cour, la date d'entrée en vigueur du statut de Rome. Donc ce sont des faits qui se sont réalisés à partir du 1er juillet 2002 qui peuvent être jugés par la Cour pénale internationale. La compétence rationnée matérielle, telle que définie à l'article 5, porte sur les crimes, les infractions que nous avons évoquées. Crimes de génocide, crimes contre l'humanité, crimes de guerre et crimes d'agression. Quant à la compétence rationnelle aussi ou rationnelle personnelle, ce qui suppose qu'un crime est commis sur le territoire ou par le ressortissant d'un État parti ou d'un État non parti qui a déposé une déclaration au titre de l'article 12.3. C'est là ou encore lorsqu'il s'agit d'une situation déférée par le Conseil de sécurité des Nations Unies. Ça, c'est les questions de compétence. En ce qui concerne la recevabilité, elle est fondée sur la complémentarité et sur la gravité. J'ai parlé de la complémentarité tout à l'heure. Pour dire que le critère de complémentarité exige que la Cour, le bureau du procureur, ne peut se lancer dans une affaire que dans la mesure où il n'y a pas déjà au niveau national des enquêtes qui sont menées, des poursuites qui sont menées. Mais il appartient au bureau du procureur d'évaluer
l'authenticité de ces démarches qui sont menées sur le plan interne. S'il n'est pas convaincu qu'il s'agit réellement d'une poursuite ou que l'on cherche à soustraire les personnes suspectées des sanctions pénales, le bureau du procureur peut considérer qu'il n'y a pas de pertinence dans la complémentarité, il peut donc agir. Ensuite, la Cour ne peut se saisir que des affaires graves. Le critère de gravité exige d'évaluer l'échelle, la nature et le mode opératoire et les répercussions des crimes, sans perdre de vue les affaires éventuelles qui pourraient être engagées à l'issue d'une enquête dans le cercle de cette situation. Donc, la Cour ne peut juger que les crimes les actes les plus graves. Troisième point, les intérêts de la justice. Le bureau du procureur doit prendre en compte les intérêts de la justice. Il y a donc un filtrage à 4 phases lorsque le procureur agit. Première phase, le bureau du procureur évalue tous les renseignements reçus et vérifie le sérieux des informations en question pour pouvoir identifier les situations qui relèvent de la compétence de la Cour. Dans une deuxième phase, le bureau du procureur va déterminer s'il existe une base raisonnable permettant de penser que les crimes allégués relèvent de la compétence matérielle de la Cour. Dans une troisième phase, le bureau du procureur détermine la recevabilité des affaires potentielles au regard de la complémentarité et de la gravité telle que je viens de l'évoquer. Et enfin, donc, dans une quatrième phase, le bureau du procureur analyse les intérêts de la justice et qualifie juridiquement les crimes allégués. Voilà le processus que conduit le procureur au niveau de l'examen préliminaire. Au stade donc de cet examen préliminaire, le bureau du procureur ne dispose pas des pouvoirs d'enquête, à l'exception de la possibilité de recueillir des témoignages au siège de la Cour et ne peut recourir aux formes de coopération énoncées au chapitre 9 du statut. Toutefois, le bureau du procureur peut adresser des demandes aux diverses sources afin de vérifier du sérieux des informations obtenues. Le procureur peut également mener des missions sur les lieux en question afin de consulter les autorités nationales compétentes, les communautés touchées, d'autres parties prenantes comme les ONG, la société civile, etc. Là, nous sommes au niveau de l'examen préliminaire. Si, donc, après cet examen préliminaire, le procureur conclut, après cet examen, il y a 4 phases, comme j'ai indiqué, le procureur conclut que les informations dont il dispose ne fournissent pas une base raisonnable pour ouvrir une enquête, le procureur va simplement informer ceux qui lui ont communiqué ces informations et rendre sa décision publique. Mais, s'il estime qu'il y a une base raisonnable pour poursuivre, alors il va procéder par rapport à la situation. Il va procéder à la sélection et à la hiérarchie des affaires. Il faut donc distinguer la situation, c'est l'ensemble des faits qui concernent un pays donné, et l'affaire qui est une affaire dans une situation. Parce que on ne peut pas poursuivre tout le monde. Nous avons parlé du critère de gravité. Nous avons parlé des intérêts de la justice. Nous avons parlé de la complémentarité. Ce sont des éléments qui orientent le procureur. Donc, dans une situation concernant un pays, le procureur doit procéder donc à la sélection et à la hiérarchisation des affaires. Et il existe donc une politique générale relative à la sélection et à la hiérarchisation des affaires, adoptée par le bureau du procureur. Parce que dans l'exercice de son mandat, le procureur décide à sa discrétion, parce qu'il a un pouvoir discrétionnaire. Mais le pouvoir discrétionnaire n'est pas un pouvoir arbitraire. Le pouvoir discrétionnaire du procureur lui permet de décider quelles sont les affaires qu'il voudrait voir jugées en priorité
Et donc, c'est sur ces affaires qu'il voudrait ouvrir une enquête et engager des poursuites. Vous voyez? Parce qu'il ne peut pas juger tout le monde à la fois, ce n'est pas possible. Ainsi, donc, pour sélectionner les affaires, le bureau du procureur va se baser sur les critères juridiques de compétence, de recevabilité et des intérêts de la justice. Il va également analyser la gravité des crimes commis. En application donc de la norme 34.1 de son règlement et de son plan stratégique, le bureau du procureur va s'intéresser à un nombre limité d'auteurs de rang supérieur ou intermédiaire. Mais il pourra plus tard élargir les poursuites aux criminels de rang inférieur, notamment les complices et les participants. La hiérarchisation des affaires permet donc de déterminer le processus par lequel les affaires qui satisferont aux critères de sélection seront traitées graduellement. Parce que dans une situation, il peut y avoir plusieurs affaires. Et cela résulte des conditions requises par l'article 54.1b du statut, selon lequel le bureau du procureur doit prendre les mesures propres à assurer l'efficacité des enquêtes et des poursuites visant les crimes en cause. Le procureur doit être efficace. Donc, cet objectif d'efficacité l'amène à sélectionner et hiérarchiser les affaires dans une situation. Mais il doit tenir compte, comme je l'ai indiqué, des intérêts de la justice. Il doit aussi tenir compte des critères de gravité et de la possibilité d'obtenir une coopération efficace avec les États concernés. Donc, voilà le travail d'examen préliminaire que le bureau du procureur peut mener pour aboutir à décider si oui ou non une affaire doit faire l'objet d'un procès pénal. Passer donc du stade d'examen préliminaire au stade d'instance de jugement, de sanction, etc. Il y a des actions pénales spécifiques relatives notamment aux crimes sexuels et à la protection des mineurs. Le procureur accorde donc une attention particulière aux crimes sexuels à caractère sexiste et également, puisqu'il a élaboré une politique générale relative aux enfants, il accorde également une intention aux crimes contre les enfants. Et j'ajouterais même une troisième catégorie, il accorde également une intention aux crimes contre l'environnement. Une fois cette phase préliminaire terminée et qu'il y a une base raisonnable qui a été trouvée, une affaire a été sélectionnée et hiérarchisée, on peut donc examiner dans un deuxième chapitre ce que c'est le procès pénal international. Qu'est-ce que c'est le procès pénal international? Il y a d'abord, premièrement, la saisine et les phases préparatoires du procès. En ce qui concerne la saisine, c'est l'article 13 du statut qui prévoit les circonstances permettant à la CPI d'exercer sa compétence. Premièrement, il y a d'abord l'État partie qui peut déférer une affaire devant la Cour pénale internationale. Deuxièmement, il y a le procureur qui, de sa propre initiative, au vu des renseignements dont il dispose. Troisièmement, le Conseil de sécurité au titre agissant sous le chapitre 7 qui peut déférer au procureur une situation dans laquelle un ou plusieurs crimes de l'article 5 paraissent avoir été commis. Malgré le fait que les victimes ont été intégrées dans la procédure pénale internationale, les victimes ne sont pas habilitées à saisir directement elles-mêmes la CPI. Mais toutefois, elles peuvent adresser au procureur, notamment par l'entremise des organisations non gouvernementales de défense des droits de l'homme, elles peuvent adresser au procureur des informations. Si elles sont dignes de foi, ces informations,
le procureur peut en effet engager des investigations de sa propre initiative sur la base des renseignements qu'il aurait ainsi reçus. C'est ce que dit l'article 15, paragraphe 1 du statut. Donc, c'est soit un État partie, soit le procureur de sa propre initiative, soit le Conseil de sécurité qui peuvent saisir la Cour pénale internationale. Voilà les questions de saisine. Donc, le procureur, selon l'article 15, paragraphe 1er, peut ouvrir une enquête de sa propre initiative au vu des renseignements concernant les crimes relevant de la compétence de la Cour. Mais il doit toujours vérifier le sérieux des renseignements reçus, etc. Sur cette base, comment une enquête peut être ouverte devant la Cour pénale internationale? Le procureur peut commencer une enquête sur une situation qui lui est déférée lorsqu'il existe des raisons de croire que des crimes ont été perpétrés ou sont en train de l'être, conformément à la règle 48 du RPP et à l'article 53.1 du statut. À cette fin, le procureur doit examiner 1. S'il existe une base raisonnable pour croire qu'un crime a été ou est en voie d'être commis. 2. Si l'affaire est ou serait recevable au regard de l'article 17. 3. Si les intérêts de la justice peuvent être servis par l'enquête. 3 éléments essentiels pour pouvoir ouvrir une enquête. Avant de commencer donc une enquête, le procureur doit procéder à un examen préliminaire que nous avons évoqué. Ce n'est qu'après avoir demandé, obtenu l'autorisation de la chambre préliminaire, alors que le bureau du procureur peut ouvrir une enquête. Il faut donc, il y a l'examen préliminaire et l'enquête, qui sont deux choses différentes. Le bureau du procureur reçoit des informations, il les examine, il vérifie le sérieux, etc. S'il estime qu'il y a une base raisonnable, s'il estime que ceci peut être recevable au titre de l'article 17 et que les intérêts de la justice peuvent être servis, alors il peut solliciter l'autorisation de la chambre préliminaire pour pouvoir ouvrir une enquête. Dans la conduite de l'enquête préliminaire visée à l'article 15, le procureur vérifie le sérieux des renseignements reçus, détermine s'il existe une base raisonnable pour ouvrir l'enquête. Chaque fois qu'il l'estimera nécessaire, le procureur peut demander l'ouverture d'une enquête à la chambre préliminaire. La chambre préliminaire, qui est instituée par l'article 39 du statut, est un organe indépendant au sein de la CPI. Cette chambre préliminaire est un moyen de contrôler, sinon de limiter, les prérogatives permettant au procureur d'ouvrir une enquête. C'est pour ça que je disais tout à l'heure que le procureur a un pouvoir discrétionnaire, mais ce n'est pas un pouvoir arbitraire. Puisqu'il lui faut obtenir une autorisation de la chambre préliminaire pour pouvoir ouvrir une enquête. La chambre préliminaire va donc examiner la demande du procureur sous l'angle du droit et des faits avant de donner son autorisation à l'ouverture officielle d'une enquête. À ce titre, la décision de la chambre préliminaire doit être dûment motivée, selon l'article 15, paragraphe 4. La chambre peut aussi exiger davantage de renseignements avant de se prononcer ou de rejeter la demande du procureur. Mais même en cas de rejet, cela ne peut pas empêcher le procureur de présenter une nouvelle requête ultérieurement. La chambre préliminaire est libre pour se prononcer sur la décision du procureur de ne pas poursuivre ou lui demander également de reconsidérer cette décision à la demande d'un État qui a déféré la situation à la CPI. C'est ça est prévu par l'article 53, paragraphe 3C. La Chambre peut aussi décider de remettre en question la décision du procureur de ne pas poursuivre si celle-ci se fonde sur le motif qu'une enquête ne servirait pas les intérêts de la justice. Oui. Donc,
c'est comprendre l'idée qu'il existe, outre une possibilité pour le procureur de reconsidérer quand il désire une décision de classement, mais la recevabilité d'une affaire devant la CPI a fortiori lorsque le procureur a la possibilité de saisir la Cour d'office au titre de l'article 13C est subordonnée aux exigences de l'article 17. L'article 53, alinéa 1er C, permet au procureur de décider de ne pas ouvrir une enquête lorsque celle-ci ne sert pas les intérêts de la justice. Lorsque celle-ci ne sert pas les intérêts de la justice. C'est un concept complexe, les intérêts de la justice. Nous reviendrons là-dessus au cours de la procédure pénale internationale pour comprendre qu'est-ce qu'on entend par les intérêts de la justice. Oui. Donc, l'enquête. Mais l'enquête, elle ne peut prospérer que s'il y a coopération de la part des États. Je l'ai déjà évoqué. Cette coopération est une obligation qui est définie par l'article 86 du statut de la Cour pénale internationale. L'article 86 définit ce qu'on va attendre ici par coopération. Cette coopération peut être limitée, par exemple pour des raisons de sécurité nationale, et le devoir de coopérer pleinement se confine à la coopération selon les dispositions du statut. Ceci signifie que la CPI ne peut pas demander une coopération dépassant le cadre des obligations du statut. En revanche, un État qui n'est pas partie peut coopérer volontairement, comme nous l'avons indiqué. L'article 93 du statut conclut avec une disposition fourre-tout exigeant toute autre forme d'assistance non interdite par la législation de l'État requis pour faciliter l'enquête et les poursuites relatives aux crimes relevant de la compétence de la Cour. Donc la coopération est une dimension essentielle. Je l'ai évoqué déjà précédemment. Je pourrais y revenir plus tard dans le cadre de la procédure pour montrer le poids de la coopération dans l'aboutissement des affaires devant la Cour pénale internationale. La coopération va donc permettre la réalisation de l'enquête pénale internationale. Et il y a trois éléments essentiels à retenir au niveau de l'enquête pénale internationale: les conditions d'ouverture et le statut de l'enquête préliminaire, le processus de confirmation des charges et les potentialités de l'enquête complémentaire à mener après la confirmation des charges. Donc, on peut comprendre que lorsque une autorisation est donnée pour ouvrir une enquête, ceci va amener à la fin le procureur, lorsqu'il trouve les éléments, à solliciter la confirmation des charges ou non. Et après la confirmation des charges, il peut encore réaliser une enquête complémentaire. Donc on voit très bien que c'est un processus qui est long. Après donc cette enquête préliminaire, on en vient à la confirmation des charges comme je l'indique. L'article 61 prévoit les mesures à prendre avant l'audience de confirmation des charges. Et la règle 121 du RPP envisage un contrôle relativement strict de ces préparatifs. Donc une fois que le procureur a terminé l'enquête, il a obtenu des éléments, il y a donc une audience de confirmation des charges qui est faite devant la chambre préliminaire, toujours. Toujours. Il faut que les charges... La chambre préliminaire a autorisé le procureur à enquêter. Le procureur est parti enquêter. Le procureur a trouvé les éléments qui lui permet de croire qu'il y a une base raisonnable pour poursuivre, qui lui permet de croire que la compétence de la Cour peut être retenue par rapport aux critères de l'article 17. Et si le procureur pense que les intérêts de la justice peuvent être servis dans cette affaire, il revient devant la chambre préliminaire pour que les charges qu'il a déterminées contre la personne suspectée soient confirmées par la chambre préliminaire.
Il est très important donc de comprendre qu'en la matière, il n'y a pas, contrairement à ce qui soit dit, un pouvoir arbitraire. Un pouvoir discrétionnaire, oui, mais pas un pouvoir arbitraire de la part du procureur. Donc, si la chambre préliminaire confirme les charges selon ce qui est prévu par le règlement de brevet de procédure et par le statut de Rome, il peut être donné alors au procureur de réaliser une enquête complémentaire. Les charges sont confirmées. Donc avant l'ouverture de l'instance à proprement parler, le procureur peut encore poursuivre ses enquêtes pour étoffer son dossier. Et les États parties sont tenus de faire droit aux demandes adressées pour une assistance conforme aux articles 93.1, les alinéas A à K du statut de Rome. Donc le procureur va donc faire des enquêtes complémentaires, évidemment pour retrouver des preuves, pour conforter son dossier, préciser les éléments de preuve éventuellement. Et ce n'est que une fois que tout ça est terminé, que le dossier est mis en état, que va donc être ouvert le procès pénal en lui-même. Donc l'on voit très bien que c'est une procédure complexe. Je récapitule avant l'ouverture du procès. Il y a un crime qu'on prétend avoir commis dans un pays. Un crime qui relève de l'article 5 du statut de Rome, à savoir génocide, crime contre l'humanité, crime de guerre ou crime d'agression. Qui peut saisir la Cour? 1. Un État partie. 2. Le procureur de sa propre initiative, soit parce qu'il a été informé, il a reçu des documents, ou bien le Conseil de sécurité, qui peut déférer une situation devant le procureur. Les victimes, les individus ne peuvent pas directement porter plainte, mais ils peuvent donner des informations au procureur, qui va vérifier le sérieux de ces informations, et donc de sa propre initiative peut décider de mener un examen préliminaire sur ces éléments-là pour s'assurer que c'est sérieux. Donc, à l'issue de l'examen préliminaire, comme je l'ai indiqué, le procureur, donc l'examen préliminaire d'une situation, le procureur va procéder à la hiérarchisation et la sélection d'une affaire dans une situation. Puis il va vérifier si dans cette affaire qu'il sélectionne, les intérêts de la justice seront servis, si la compétence de la Cour peut être matériellement retenue. Oui. Et tous ces éléments, une fois réunis, le procureur vient devant la chambre préliminaire pour obtenir une autorisation d'enquêter. S'il obtient l'autorisation d'enquêter, il va donc mener son enquête, réunir les documents, réunir les preuves, revenir devant la chambre préliminaire pour obtenir la confirmation des charges qu'il aura arrêtées vis-à-vis de l'individu ou des individus à poursuivre. Si les charges sont confirmées, le procureur peut aussi continuer à réaliser une enquête complémentaire pour étoffer son dossier. Et ce n'est qu'après tout ça que va s'ouvrir le procès pénal international. Donc on voit que le procès pénal international est encadré de façon rigoureuse, mais génère aussi beaucoup d'incertitudes et beaucoup de complexité. Regardons donc enfin le déroulement du procès pénal international. D'abord, il y a la question de la gestion complexe des preuves.
La typologie des preuves acceptées dans un procès pénal international et les modalités de gestion de ces preuves dénotent d'une complexité exceptionnelle. Il y a une quantité de documents, d'éléments, de témoignages qui sont rassemblés. Il y a beaucoup de matériel ramassé par le procureur. Si la Chambre ou un juge estime qu'un nombre excessif de témoins seront convoqués pour déposer, par exemple, sur les mêmes faits, il pourrait être demandé à la partie de réduire la longueur estimée de l'audition des témoins particuliers ou de réduire le nombre de témoins. Le règlement d'ailleurs prévoit qu'un système de vérification mutuelle dans lequel les deux parties sont autorisées à contrôler le matériel en possession de la partie adverse. Parce qu'il peut y avoir beaucoup de milliers de documents qu'on va ramasser. N'oublions pas qu'il s'agit de crimes graves. Les articles 61.3 et 67.2, tout comme les règles 76, 77, 83 et 84 prévoient la divulgation des renseignements pour le procureur au stade préliminaire et au stade de préparation du procès. La règle 121.2 prévoit que la communication mutuelle des moyens de preuve aura lieu avant la confirmation des charges, car cela devra contribuer à la préparation de l'affaire par les deux parties au procès, au moment où les charges devront être soumises pour confirmation. Afin de satisfaire à ces obligations de divulgation, l'accusation doit être consciente des informations et des éléments de preuve qui ont été recueillis par le bureau du procureur. Le règlement, le RPP, prévoit une divulgation préliminaire des preuves par la défense également, si la défense souhaite soumettre lors de l'audition de confirmation des charges. C'est la règle 121.6, divulgation des preuves. Le règlement ne donne pas de définition exacte du moment auquel la divulgation de la défense devra avoir lieu. La Cour semble donc libre de décider qu'elle devrait avoir lieu avant le début du procès. Donc, il y a la question de la gestion difficultueuse des preuves, la gestion complexe des preuves, mais également la question des atteintes à l'administration de la justice, notamment les problèmes de faux témoignages, la production d'éléments, la production des faux, des éléments falsifiés, la subordination des témoins, les manœuvres contre les témoins, les rassemblements d'éléments de preuve, les intimidations, qui sont nombreuses dans ce type de procédure, les représailles contre le personnel, la sollicitation de l'acceptation d'une rétribution, c'est-à-dire la corruption, etc. Donc la Cour regarde tout ça. Enfin, puisque j'ai indiqué que nous verrons en détail la procédure pénale internationale au niveau du Master 2, je voudrais donc terminer ce point en mentionnant les décisions et les arrêts que pourrait rendre la Cour. Il y a des décisions, il y a plusieurs types de décisions qui sont prises. Il y a des décisions qui règlent les questions de recevabilité, des décisions qui règlent les questions de fonds, etc. Il y a des décisions considérées comme réglant les questions de fonds en vertu de la règle 40 du règlement du RPP. Donc il y a plusieurs décisions qui interviennent avant l'arrêt final. La présidence peut décider de publier dans toutes les langues officielles d'autres décisions touchant les grandes questions d'interprétation, d'application du statut ou des questions d'intérêt général. C'est la règle 43. Les décisions de la Chambre de première instance peuvent faire l'objet d'un appel par le procureur ou le condamné. Il peut être interjeté appel pour des motifs de vice de procédure, erreur de fait, erreur de droit, tout autre motif de nature à compromettre l'équité ou la régularité de la procédure ou la décision. La peine prononcée peut également faire l'objet d'un appel. D'autres décisions peuvent encore faire l'objet d'un appel. Il s'agit par exemple des décisions sur les compétences, sur la recevabilité, les décisions accordant ou refusant la mise en liberté de la personne, les décisions de la chambre préliminaire de prendre de sa propre initiative les
mesures nécessaires pour préserver les éléments des preuves, les décisions soulevant une question de nature à affecter de manière appréciable le déroulement équitable et rapide de la procédure, etc., etc. Je reviendrai sur le séminaire de procédure pénale internationale sur toutes les questions. Voilà ce que c'est la justice pénale internationale. L'on voit donc que c'est quelque chose de complexe, de difficile, de lourd. Que faut-il retenir aujourd'hui cette justice pénale internationale? D'abord, disons que l'idée même de justice pénale internationale est aujourd'hui à la fois de plus en plus sollicitée et en même temps contestée. Il y a ceux qui pensent qu'il faut renforcer la justice pénale internationale. Il faut l'aider à ce qu'elle puisse déployer ses ailes partout dans le monde. Qu'il n'y ait pas de situations qui échappent à cette justice pénale internationale. Alors qu'en même temps, d'autres contestent cette justice pénale internationale. Des États influents comme les États-Unis, la Chine, etc. n'ont pas ratifié le statut de Rome. Mais pourtant, ces États poussent vers la Cour pénale internationale. Ce qui rend plus complexe, voire impossible, l'exercice de la compétence de la Cour sur des situations les concernant. Or, nous savons bien que ce sont ces États qui commettent, fomentent des conflits, fournissent des moyens pour des conflits, etc. Vous voyez? Et il y a aussi ce débat où l'on dit, oui, mais la Cour pénale internationale est un tribunal à tête chercheuse qui ne s'attaque aux Africains. Parce que la plupart des mandats ne ciblent que les Africains. Donc c'est une justice, certains disent même une justice raciste. Encore, il faut se poser la question, si vous regardez ces affaires, qui a envoyé ces affaires devant la Cour pénale internationale? Mais ce sont les États africains. Ce sont les États africains eux-mêmes. À part l'affaire du Soudan, qui a été déférée par le Conseil de sécurité et qui a favorisé la poursuite du président Omar Béchir. Mais sinon, si vous regardez, la plupart, ce sont les États africains qui ont exprimé leur souveraineté en ratifiant le statut de Rome. Dans ces conditions, n'est-il pas difficile de ne pas supputer l'existence de quelque entreprise de mauvaise foi? Pourquoi dire, alors qu'on a ratifié, alors qu'on a déféré une situation, lorsqu'il y a le retour de bâton, acceptant le bon fonctionnement de la justice pénale internationale? Aujourd'hui, on procède à des bilans provisoires des deux dernières décennies depuis l'entrée en vigueur de la Cour pénale internationale. Certains disent que le bilan est mitigé parce qu'on se sera attendu à ce que cette Cour puisse attaquer à certains États, à certaines situations. Certains pensent qu'il y a une politisation, une instrumentalisation de la justice pénale internationale. On l'a vu par rapport à des situations récentes, Israël-Palestine, Russie-Ukraine, etc., etc. Mais ce n'est pas notre office dans le cadre de ce séminaire. Il est évident qu'il y a toujours des enjeux politiques, géopolitiques derrière chaque procédure pénale internationale. Mais faut-il pour autant dire que le droit ne sera pas dit? Faut-il pour autant renoncer à la justice pénale internationale au motif que cette dernière serait instrumentalisée par les grandes puissances et qu'elle ne servirait que les intérêts des grandes puissances? Pourquoi oublier l'idée même de la justice pénale internationale, qu'elle est là pour servir la paix? Elle est là pour prévenir les atrocités, les crimes contre la dignité humaine. Certes, me direz-vous,
qu'une décision de justice ne saurait ramener à la vie des milliers de personnes innocentes massacrées. Mais pour autant, faut-il minimiser la vertu pédagogique de la justice pénale internationale, la vertu réparatrice de la justice pénale internationale? Non. Donc malgré ces travers actuels, malgré ces difficultés à s'extraire de la gadoue des relations internationales, l'on ne peut pas nier que la justice pénale internationale apporte quelque chose à l'édification d'un monde de paix et de justice. Il faut donc tirer les leçons des errements, il faut donc tirer les leçons des difficultés pour non pas renoncer à la justice pénale internationale, mais au contraire bâtir une justice pénale internationale plus solide, plus rigoureuse et plus vertueuse. Je vous remercie pour votre attention.